15h-16h sur Europe 1. Il n'y en a pas deux comme elle. Marion Ruggieri. Bonjour à tous, bonjour Anissa. Bonjour Marion, bonjour à tous. Vous allez bien ? Ça va très bien, merci. Merci d'écouter Europe 1 pour un nouveau numéro d'Il n'y en a pas deux comme elle. Autodéfense et premier secours. Doit-on apprendre à se protéger ? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui jusqu'à 16h. Alors qu'un livre, un manuel de survie cartonne en librairie depuis les attentats de novembre, et qu'un film The Revenant avec Leonardo DiCaprio, l'histoire d'un homme laissé pour mort et qui survit seul en milieu hostile, rafle toutes les récompenses aux États-Unis. Faut-il apprendre à se protéger, à vivre mais aussi survivre ? On y répond avec deux experts, Patrice Dalem, directeur de l'urgence et du secourisme à la Croix-Rouge, et Raphaël Saint-Vincent, co-auteur de ces fameux manuels de survie réédités en librairie, Vivre avec la menace terroriste chez Erol. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors bien sûr, on attend vos témoignages sur le sujet. Est-ce que vous ressentez le besoin de vous protéger, de protéger les autres, les vôtres, ou bien vous pensez qu'il s'agit là d'une psychose ? Appelez-nous au 39 21 et n'hésitez pas à réagir sur notre page Facebook ou via Twitter, #P2CE. On écoute vos commentaires et vos questions à la fin de l'émission. On commence par quelques chiffres. 10 jours après les attentats du 13 novembre 2015, 15 000 personnes ont contacté la Croix-Rouge au lieu de 10 000 habituellement, soit une hausse de près de 50%. L'ONG avait d'ailleurs déjà enregistré une augmentation de 7% des inscriptions après les attaques contre Charlie Hebdo et l'Hyper-Cacher il y a un an. Alors que 95% des Norvégiens et 80% des Autrichiens ont été initiés au premier secours, 47% des Français ne maîtrisent toujours pas ces techniques, dont moi, je dois le dire. Enfin, Anissa, je ne sais pas pour moi vous. Non plus. Voilà, ça en fait déjà 2. Enfin, 25 000 exemplaires au lieu de 5 000 prévus. Vivre avec la menace terroriste, le guide de survie de Raphaël et Olivier Saint-Vincent a dû être réimprimé face à son succès. Et vous, est-ce que vous connaissez les gestes qui sauvent ? Contrairement à certaines, on écoute vos réactions. Les gestes de premier secours, oui, plus ou moins. J'avais pris des cours de secourisme il y a quelques années. Moi j'ai appris pendant la journée de l'appel là. Oui, c'est des réflexes après qu'il faut avoir chacun, mettre sur le côté, faire les bras et tout. Je sais pas, moi le massage cardiaque, la réanimation un peu. Mettre sur le côté, appuyer sur la cage thoracique et puis souffler, donner de l'air. Ça peut arriver d'avoir à sauver quelqu'un à quelques minutes près, quoi. C'est des choses qu'il faut savoir, surtout avec ce qui se passe maintenant. On pourrait apprendre aux gens à se défendre. Mais des trucs simples, par exemple les 2 doigts dans les yeux comme ça quand on vous agresse, ou un bon coup là sur la carotide, ça suffit aussi. Par rapport à ce qui se passe, savoir faire du judo, ça sert à rien vu ce qu'ils ont sur eux. Une arme contre quelqu'un qui sait faire du judo, ça sert à rien. Ça leur est sûr peut-être sur le plan psychologique de prendre du cours de self-defense. Mais si vous avez quelqu'un qui est armé, je pense pas que ça soit très efficace. On est dans une période trouble et les gens ont besoin de se sentir rassurés et sécurisés. Les cours de self-defense, normalement, c'est vraiment pour se défendre et j'ai peur que ce soit utilisé pas forcément à bon escient. Ça fait partie des bonnes résolutions du mois de janvier, de prendre des cours de judo, de karaté, secourisme. On est pas très positif, hein. Est-ce que ça fait partie des bonnes résolutions du mois de janvier ? On va en discuter tous ensemble. Alors Patrice Dalem, vous dirigez, je l'ai dit, l'urgence et le secourisme à la Croix-Rouge. Avant de rentrer dans le concret, vous allez nous dire dans un instant comment ça se passe, ces cours de premier secours. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une prise de conscience des Français, notamment depuis les attentats ? En tout cas, il y a un afflux de demandes, notamment à Paris. À Paris, on est à peu près à plus 63%, c'est-à-dire que sur la seule ville de Paris, nous avons formé au PSC1 500 personnes supplémentaires par rapport à 2014. C'est quand même énorme. On est passé de presque 900 à 1400, ce qui est quand même un gros chiffre comparé à l'année précédente. Qu'est-ce qui motive les gens qui viennent vous voir ? Au début, pendant les 15 jours, 3 semaines, ça a été principalement je veux m'organiser pour plus jamais ça, quoi. Je veux être capable de... On peut dire que depuis le début de l'année, c'est beaucoup plus... on est revenu à la normale. C'est-à-dire que les gens viennent se former, mais on ne sent pas il n'y a plus de commentaires sur les événements. D'accord. Vous voulez dire on est revenu à la normale sur les motivations des gens qui viennent vous voir. Oui. On n'a plus de pic dû aux attentats. Alors Raphaël Saint-Vincent, tout d'abord, pourquoi est-ce que vous avez écrit ce guide de survie ? À qui il s'adressait au départ ? Au tout départ, il s'est adressé à nous. Moi en premier lieu, parce que même si je suis spécialisé en combat corps à corps et j'entraîne du civil et du militaire au close combat, le 13 novembre au soir, on a vu une scène d'une violence inouïe. C'est une scène de guerre. Tous les pompiers, les sauveteurs qui ont vécu l'opération extérieure le savent. Et ces scènes de chaos, il faut des actions, si on veut avoir une chance de survivre, des actions extrêmement simples. Voilà.
Donc on s'est dit, il faut qu'on les écrive, c'est ce qu'on a fait. Et après on s'est dit, c'était logique, il faut qu'on le communique aux femmes, aux enfants, aux cousins autour de nous. Parce qu'ils ne sont pas affranchis. Alors là aussi, on va revenir dans le détail de ce que vous expliquez justement dans ce manuel de survie. Est-ce que vous êtes surpris par le succès inattendu de ce livre ? On l'a dit, il avait été édité à 5 000 exemplaires. Il est réédité à 25 000 exemplaires, ce qui, en termes d'édition, est énorme. Hein. Vous l'analysez comment, vous, ce succès-là ? Je l'analyse, pour reprendre ce que disait monsieur à l'instant, comme une prise de conscience des Français que l'État ne peut pas tout pour eux et que face au côté absolument horrible du 13 novembre, à Paris, à Saint-Denis, il faut que le citoyen, chacun d'entre nous, prenne son destin en main. Donc si vous voyez quelqu'un avec une hémorragie à côté de vous, il faut faire une compression. Si vous voyez à la sortie des toilettes dans le Thalys quelqu'un qui sort avec une Kalachnikov et que c'est soit vous essayez de lui arracher le fusil, soit il vous tue, il faut essayer de lui arracher le fusil. Et comment ? Vous allez nous en dire plus tout à l'heure, mais là, puisque vous nous parlez de cet exemple précis-là, on est dans le train, on tombe sur quelqu'un qui sort des toilettes avec une Kalachnikov, on fait quoi ? Vous faites comme l'employé de banque qui l'a désarmé, vous vous jetez dessus et vous utilisez les 30 secondes d'adrénaline que le stress, à ce moment-là le stress est positif, vous donne pour le foutre par terre, pour arracher le fusil d'assaut. C'est le 21 août, un employé de banque, je le répète, et un prof d'anglais qui ont réussi à désarmer, donc des gens qui n'étaient pas formés. Voilà, il faut que chacun se fasse confiance. Il faut oser, voilà, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. C'est ce que dit monsieur Dalem, et c'est ce que moi je répète aussi après Danton, parce que ça fait longtemps que voilà les situations de crise, comme on vit en ce moment, imposent que le citoyen prenne son destin en main. Raphaël Saint-Vincent, j'ai l'impression qu'on est passé en fait des manuels, et je vous dis ça aussi à vous, Patrice Dalem, on est passé des manuels de bien vivre, là, de bien-être, de bon vivre, directement au manuel de survie, quoi. Il s'est passé quelque chose. Vous dites qu'être préparé, ça évite la panique, Raphaël Saint-Vincent. Vous pensez que les Français veulent se sentir actifs et non plus passifs face à ces événements qui quand même se multiplient en France ailleurs ? Oui, encore une fois, beaucoup. Alors après, est-ce qu'ils le reconnaissent ou pas, c'est encore un autre problème. C'est la question évidente de la psychose, mais beaucoup ont pris conscience que il y avait eu le 7 janvier et puis il y avait eu le 13 novembre et on avait franchi un cap. Donc il faut que chacun sache le minimum en premier secours, le minimum en matière de survie au cours d'une fusillade, en matière de réaction immédiate. Alors justement, on va parler de ce minimum. Juste une petite question à vous, Patrice Dalem. Comment se fait-il qu'on ait tant de retard en matière de premier secours par rapport aux autres pays européens, on l'a dit en début d'émission ? Peut-être notre côté latin qui ressort. On s'aperçoit qu'il y a une opposition quand même assez forte entre les pays du Nord et les pays latins, où la culture est plus ancrée dans les pays anglo-saxons que chez nous. Cette culture de citoyenne, de partage et d'autoprotection, de prendre soin de soi et des siens. Et vous pensez que ce serait le travail aussi, par exemple, des écoles, ce sont des réflexes à acquérir à l'école ? Elles le font de plus en plus. Une loi de 2004 le demande, l'exige. L'éducation nationale s'est organisée, elle continue à s'organiser, elle monte en puissance très rapidement. Et je pense que d'ici quelques 2-3 ans, peut-être moins, ils auront réussi à former tous les élèves au premier secours. Combien ça coûte une formation ? Une formation coûte 60 €. À peu près dans toutes les associations, peut-être un petit peu moins chez les pompiers, mais disons que c'est à peu près de cet ordre-là. Et c'est une journée, quoi, ça demande... Et c'est 8 heures à la Croix-Rouge parce que nous y ajoutons un module de préparation aux catastrophes naturelles. Patrice Dalem, Raphaël Saint-Vincent, vous restez avec nous dans un instant. On parle premier secours et autodéfense. Quels sont les bons réflexes à acquérir et comment ? Mais d'abord, on écoute Maman de Louane. À tout de suite sur Europe 1. Il n'y en a pas deux comme elle. De 15h à 16h sur Europe 1. Et cet après-midi, on parle autodéfense, premier secours. Doit-on apprendre à se protéger ? On en parle avec vos invités, Marion Ruggieri. Puis je rappelle que vous pouvez nous suivre en direct et en vidéo sur europe1.fr. Nos invités qui sont Raphaël Saint-Vincent, chargé de la prévention du risque terroriste au sein de l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire. Désolé, c'est long. Voilà, c'est long, mais je ne l'avais pas dit jusque-là et c'est quand même nécessaire. Et puis vous êtes aussi le redétenteur d'un très beau t-shirt que nos auditeurs peuvent voir sur europe1.fr, qui est un t-shirt réservé aux militaires et à self-defense, oui, j'imagine. Pour ainsi dire, oui.
Hein, surtout oui, en milieu militaire. Ouais. En milieu militaire. Ouais. Si on est civil, on peut pas avoir le même t-shirt que... on peut se le procurer. Il faut venir nous voir à l'USEPPM, 23 rue de la Sourdière. Et puis Et alors, est-ce que vous pouvez juste nous dire, parce que vous nous avez expliqué, mais sans vouloir vous embêter, qu'est-ce qu'il a de particulier ce t-shirt? Il permet de mettre une chose sous le bras gauche et une autre chose sous le bras droit. Donc, pour vous, un flingue. Oui, et pour nous, éventuellement... ça peut être, on le disait à l'instant, quand vous êtes en voyage à l'extérieur, au passeport, toutes les choses qui pourraient être l'objet de convoitise. Voilà, donc pas les légumes, contrairement à ce que me soufflait notre rédacteur en chef. Sauf si ces légumes sont objets de convoitise. Oui, c'est ça. C'est possible. Il faudrait qu'on en reparle. Les lingots, par exemple. Les lingots. Alors Raphaël Saint-Vincent, donc vous êtes auteur du manuel de survie Vivre avec la menace terroriste, édité chez Erol. Et puis nous sommes également avec Patrice Dalem, directeur de l'urgence et du secourisme à la Croix-Rouge. Alors comment ça se passe, Patrice Dalem, concrètement, ces formations de premiers secours à la Croix-Rouge, qu'est-ce qu'on y apprend? Alors déjà, il y a 2 types de formations. Des formations courtes et des formations longues. Donc la courte, c'est... La courte, c'est 1 heure, 2 heures. La Croix-Rouge s'est engagée dans les formations courtes il y a plus de 20 ans. C'est-à-dire que nous voulions mettre le pied à l'étrier de tous ceux qui... À l'époque, les formations étaient longues, 40 heures. Donc il y a une réforme, il y a eu des réformes successives. On est passé à 10 heures, maintenant on est à 7 heures. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 8 heures à la Croix-Rouge pour une formation longue, c'est-à-dire une journée. Et des formations courtes qui vont de 45 minutes, c'est appeler, masser, défibriller. J'appelle les secours, je masse la personne, je la défibrille. Ça, c'est un module qui donne lieu... Tous les modules donnent lieu à des diplômes. Celui AMD est labellisé État, on va dire. Ensuite, vous avez des formations, on peut les ajouter et les adapter en fonction des publics. Et nous sommes en guerre aujourd'hui contre la mortalité depuis des années. Effectivement, nous avons multiplié le nombre de formations courtes au détriment des formations longues. Les gens... souhaitent avoir davantage de formations courtes aujourd'hui. Et l'État, aujourd'hui, a pris une initiative à partir de faire... D'abord, la brigade de sapeurs-pompiers a lancé une initiative parisienne samedi, en présence du ministère de l'Intérieur, et le ministère de l'Intérieur engage également cette initiative au niveau national, à partir du premier week-end de février, pendant tous les week-ends de février, une formation de 2 heures, qui reprend en fin de compte deux partie essentielle après les attentats, c'est-à-dire je vais dégager, protéger et dégager la personne qui a été blessée. Je vais la mettre en position d'attente. Alors justement, c'est la position d'attente, c'est vous êtes blessé à l'abdomen, il y a une position particulière. Vous êtes blessé au thorax, il y a également une position particulière. Et vous êtes inconscient, mais vous respirez. On va vous mettre sur le côté. L'hémorragie, il va falloir apprendre à stopper l'hémorragie. Et aujourd'hui, on apprend à installer un garrot de fortune, notamment quand il y a des nombreuses victimes. Normalement, on doit compresser la plaie quand ça saigne énormément, quand il y a une hémorragie, on compresse la plaie. Aujourd'hui, devant des nombreuses victimes, quand vous êtes seul sauveteur, ce qu'il faut faire, c'est mettre un garrot. Donc on va apprendre aux personnes à poser un garrot en amont de la blessure. Et également, on va passer sur le quotidien, c'est-à-dire AMD, appeler, masser, défibriller. Raphaël Saint-Vincent, dans votre guide de survie, on apprend ça justement à faire les garrots. On l'évoque et comme vient de le dire Monsieur Dalem, on insiste bien sur la nécessité de faire ce type de gestes qui n'ont pas toujours été recommandés, parce qu'un garrot, il faut desserrer toutes les 20 minutes. Je suis pas spécialiste, mais c'est comme ça qu'on m'a formé. Et il y a eu pas mal d'accidents. Donc ces dernières années, les formations obligatoires ont eu tendance à oublier le garrot. Et quand vous avez des victimes multiples, quand vous avez des hémorragies avec plaie balistique, c'est-à-dire ça saigne énormément, on ne peut pas arrêter ça avec les moyens habituels. À ce moment-là, mieux vaut faire un garrot que laisser une personne se vider de son sang en 2 minutes. Voilà. Oui, Patrice Dalem. Et ça s'apprend. Un garrot, poser un garrot, ça s'apprend. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas que le lien soit trop étroit. Il faut qu'il soit assez large. En général, on a besoin d'un tourniquet pour que ce soit suffisant. Et normalement, c'est-à-dire vous allez tourner, si vous voulez. Normalement, il y a des garrots spéciaux qui existent pour les sauveteurs, mais c'est pas le cas. Aujourd'hui, quand vous êtes public qui assistez à ça, vous allez essayer de poser un garrot de fortune. Et là, il faut qu'il soit efficace. Et donc, il y a une façon de le poser. Et on vous l'apprend pendant cette formation de 2 heures. Vous avez adapté cette formation de 2 heures, justement, en fonction des attentats récents ?
Absolument, c'était adapté pour permettre au public en 2 heures d'apprendre un minimum pour sauver des personnes dans ce type de situation. Vous dites que sur les derniers attentats, il est probable que des personnes soient mortes de leurs blessures faute de soins immédiats, en fait. On n'a pas de statistiques, mais les personnes qui ont été parmi les premières blessées, compte tenu du temps d'attente et qui étaient en position d'hémorragie, forcément sont mortes vides de leur sang, forcément. Raphaël Saint-Vincent ? Sans donner des informations qui sont l'envers du décor. Nous, on travaille de concert avec le collectif du 13 novembre, et donc qui a été fondé par quelqu'un qui a un petit commerce de proximité à l'angle de Fédherbe Charonne. Devant son commerce, il s'est retrouvé avec une dizaine, même peut-être plus, de blessés. Entre l'attaque elle-même et l'arrivée des secours, il y a eu 1 heure. Voilà. Donc, c'est ce que vient de dire monsieur, et je veux pas, évidemment, la tâche des secours est extrêmement difficile, mais voilà, si les gens avaient été formés, si tout le monde avait osé, voilà. Et il faut aller faire ces formations à la Croix-Rouge, chez les pompiers, si les pompiers en donnent maintenant, on sait très bien, il faut les faire, parce qu'il y a une dizaine de vies sauvées devant son épicerie, Frédéric Ita, là, donc du collectif du 13 novembre. Alors, on n'oublie pas que la majorité des accidents surviennent aussi au domicile, étouffement, saignement, évanouissement, arrêt cardiaque. L'idéal, Patrice Dalem, ce serait de former une personne par foyer ? Oui, c'est quelque chose qui est évident puisque effectivement la plupart des décès dans la vie quotidienne se font à la maison. Eh bien oui, c'est d'avoir au moins une personne par foyer qui connaisse les gestes qui sauvent, davantage si c'est possible, parce que si c'est la personne qui connaît les gestes qui sauvent qui est victime de l'accident, c'est un peu compliqué. Donc il vaudrait mieux que effectivement on puisse faire ça en famille et que on suive aujourd'hui la formation complète. Regardez, l'étouffement, on ne va pas l'aborder, mais combien d'enfants meurent par an étouffés par un petit de la nourriture. Vous pouvez nous dire là justement concrètement qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'étouffement ? Il y a des gestes simples, des claques dans le dos appropriées, et puis éventuellement la méthode de Heimlich qui est la compression du thorax par derrière avec remontée vers le haut pour comprimer puissamment les poumons de façon à ce que l'air qui est encore présent dans les poumons puisse éjecter le petit truc qui coince. Alors vous restez avec nous sur Europe 1 dans un instant, c'est le billet de Benjamin Muller, Assar ou pas, l'un des films les plus attendus de 2016 parle de survie. Il s'agit de The Revenant avec Leonardo DiCaprio en lice pour les Oscars, on en parle dans un instant sur Europe 1. Marion Ruggieri sur Europe 1. Il n'y en a pas deux comme elle. Il n'y en a pas deux comme elle. De 15h à 16h sur Europe 1. Et jusqu'à 16h, on parle de survie. Doit-on apprendre à se protéger ? C'est la question que vous posez à vos invités jusqu'à 16h, Marion Ruggieri. Mais avant ça, j'accueille Benjamin Muller. Bonjour Benjamin. Bonjour Marion. Ça va bien ? Très bien, et vous ? Très bien, merci. Alors depuis quelques mois, la France, on le disait, apprend à se protéger et s'est trouvé également de nouveaux héros. Oui, les héros de l'année 2015 en France ne ressemblent sans doute pas à ceux des années précédentes. Pas de joueurs de foot, pas d'acteurs, pas de politique, pas de grands patrons, non. Les héros de 2015 ont un point commun, ils étaient tous des anonymes qui, présents au mauvais endroit, au mauvais moment, ont su agir héroïquement. Ils ont su nous montrer à nous tous que le courage voulait encore dire quelque chose. Quelques exemples, Lassana Bathily, tout d'abord, cet employé de l'hypercachère malien, originaire pour l'anecdote d'un village situé à 15 km de celui d'Amédi Koulibaly. Le 9 janvier, Bathily cachera et sauvera plusieurs personnes, dont un bébé, dans une chambre froide du magasin. Dans la foulée, il réussit à s'échapper du magasin, donnera un maximum d'infos aux policiers, leur permettant de neutraliser le terroriste. Lassana Bathily devient un héros. Dans le monde entier, on met en avant sa bravoure. Même Barack Obama, rendez-vous compte, dira qu'il faut s'inspirer du courage héroïque de cet homme. Écoutez le secrétaire d'État américain John Kerry à propos de Lassana Bathily. Lorsqu'il a entendu le tireur foncer dans le magasin, il n'a pas pensé à lui ou à sa sécurité. Il a aidé plus d'une douzaine de clients à se cacher dans la chambre froide de la réserve. Il a prévenu la police et ses actes ont sauvé des vies. Voilà, quelques mois plus tard, vendredi 21 août, vous en avez parlé tout à l'heure, un homme de 25 ans tente d'ouvrir le feu avec une arme de guerre dans un train Thalys reliant Amsterdam à Paris. Il ne fera que, entre guillemets, 2 blessés, et si le bilan est miraculeusement si léger, c'est grâce au courage de 4 hommes, notamment 3 Américains et un Britannique. Allez, un peu plus de 4 hommes, mais on a beaucoup parlé. Il ne faut pas oublier le Français. Vous avez raison. Alors, un Français, 3 Américains et un Britannique qui, à main nue, ont réussi à désarmer, assommer et attacher avec une cravate cet homme. Et pour le fun, ils ont même filmer une partie de la scène. Là, c'est François Hollande qui rendra un hommage appuyé. Cette solidarité qui vous a permis à main nue de maîtriser un individu surarmé et prêt à tout. Votre héroïsme doit être un exemple pour beaucoup.
Troisième héros, pourrait-on dire, les dizaines, centaines de personnes, là aussi des anonymes qui le soir du 13 novembre, par leur action, ont sauvé la vie des Français, que ce soit des gardiens d'immeubles, des patrons de restaurants, des commerçants, des voisins, des différents lieux d'attaque. Dans le monde entier, là aussi, cette solidarité a été racontée, comment un tel a ouvert sa porte, comment un tel est sans hésiter venu mettre à l'abri des blessés, sans parler des urgentistes, des médecins, des pompiers et bien sûr des policiers. Bref, l'année 2015 nous aura livré de nombreux nouveaux héros. Et alors, est-ce un hasard ou non? Marion, on s'est fait la réflexion. Le film dont on parle le plus pour cette année 2016, c'est un film qui sort à la fin du mois de février en France, The Revenant, film avec Leonardo DiCaprio, film qui met en avant le caractère totalement héroïque du personnage principal. J'ai plus peur de mourir maintenant. Je suis déjà mort. Voilà un extrait assez sommaire. Effectivement, j'ai même pas eu le temps d'avaler ma gorgée de thé. Absolument. Alors bon, ici, il n'est pas du tout question de lutte contre le terrorisme, de combat à main nue contre un homme armé. Le pitch, rapidement, c'est l'histoire d'un homme, Hugh Glass, un trappeur attaqué par un ours dans la forêt, très sévèrement blessé. Il va être abandonné, trahi, laissé pour mort par ses équipiers. Sauf que, vous l'avez compris, il va se battre avec un objectif, retrouver ses forces, survivre et retrouver le traître et lui botter les fesses. Alors une fois encore, rien à voir avec les héros de l'année 2015, mais après le succès du film Life on Mars, où là aussi un homme seul va devoir lutter contre ses démons, seul sur Mars, donc pour rester en vie, le cinéma nous offre de nouveaux héros avec des qualités de courage et de résistance, le tout lié au thème de la survie. Ça colle à l'époque, en tout cas chez nous en France. Merci Benjamin. C'est vrai à tous les deux que les deux films là qui ont raflé tous les Golden Globes et qui sont en lice pour les Oscars n'ont rien à voir. The Revenant d'Inarritu, Life on Mars de Ridley Scott. Et les deux, c'est l'histoire de types lambda laissés pour morts dans un endroit et qui vont survivre seuls en milieu hostile. Commentaire, que vous dire, c'est quelque chose que j'ai déjà vu. Alors en zappant un jour à la télé, j'ai vu qu'il y a un gars qui se balade et qui en milieu hostile et survit avec les moyens du bord. Alors je sais plus, vous connaissez Raphaël Oui, je crois que c'est un ancien des SAS. Britannique, l'armée britannique. Donc, Raphaël Saint-Vincent, il y a encore des lieux comme ça où on apprend à survivre, à faire un feu, à chasser, à s'abriter. Autrefois, il y avait les scouts. Alors oui, je dirais, mis à part le scoutisme en France, le citoyen peut devenir militaire s'il le veut pour apprendre de manière... Parce qu'il faut faire les choses bien, cohérentes, en respectant la réglementation. En parlant de réglementation, vous m'avez dit tout à l'heure que ce qu'ont fait les Américains dans le Thalys d'attacher le terroriste avec une cravate, ça c'était pas autorisé en France en tout cas. Ah, oui, un civil qui fait ça... on fait avec ce qu'on a quand même, non ? Bien sûr, la loi prévoit ce qu'on appelle l'état de nécessité, c'est-à-dire commettre une infraction du moment qu'on en évite une plus grande. Mais c'est l'article 803 du Code de procédure pénale qui vous interdit de poser des entraves. Donc même si vous avez une paire de menottes, vous n'avez pas le droit d'attacher qui que ce soit. Bon, après on fait ce qu'on peut. Hein. Après on fait ce qu'on peut, et surtout là c'est un ligotage, donc c'est circonstances aggravantes. C'est vraiment du vieux close combat ce qu'ils ont fait, et bravo à eux évidemment. Mais c'est pas eux qui ont désarmé, je le rappelle. Désolé, mais c'est important parce que c'est les citoyens qui l'ont fait et ce sont les héros d'aujourd'hui. Alors justement, comment maîtriser un homme dangereux à main nue, on en parle dans un instant, mais d'abord on écoute Last Night, DJ Save My Life, parce qu'il y a même les DJ qui sauvent nos vies. In Deep, 1982, toutes les boîtes de nuit de l'époque, on revient dans un instant sur Europe 1. Marion Ruggieri sur Europe 1, il n'y en a pas deux comme elle. Europe 1, 15h, 16h. Il n'y en a pas deux comme elle. Doit-on apprendre à se protéger? Doit-on se mettre à l'autodéfense? Doit-on passer ses diplômes de premier secours? Voilà les questions que pose Marion Ruggieri à ses invités cet après-midi jusqu'à 16h. Patrice Delem, directeur de l'urgence et du secourisme à la Croix-Rouge, et Raphaël Saint-Vincent, auteur du manuel de survie Vivre avec la menace terroriste, édité chez Erol. Alors justement, avant d'en parler concrètement de cette menace, j'aimerais qu'on écoute le témoignage d'un rescapé du Bataclan, Pierre. C'était sur Complément d'enquête, France 2. Donc nous, on a rampé jusqu'à l'issue de secours qui amène dans les loges, puisqu'en bas, normalement, il y a une grande issue de secours. Et donc, en rentrant là-dedans, il y a toute la fosse qui a réussi à s'échapper par l'issue de secours du bas, qui essaie de monter, de descendre, donc ils ne savent pas où aller. Donc les gens se marchent dessus. Là, tu sais pas quoi faire non plus. Donc j'essaie de descendre parce que je me suis dit qu'il fallait absolument sortir par le bas. Et puis ça a tiré, et puis le son des tirs était de plus en plus fort, donc forcément, ça veut dire que ça se rapproche. Et les gens remontent, ça crie, donc tu remontes, mais en haut pareil, ils disent, y a un mec qui rentre qui dit ils sont là, ils sont au balcon, ils arrivent.
Et là, tout le monde court dans tous les sens, les gens se piétinent. Et puis après, il y a un mec qui m'a tiré, qui m'a enfermé dans les chiottes des loges du haut. Et puis après, on est resté enfermés jusqu'à la fin. Bon voilà, on voit bien la panique du Bataclan, on voit bien aussi l'improvisation. Alors l'objectif de votre livre, Raphaël Saint-Vincent, c'est justement d'aller contre cette improvisation. Donc le livre est divisé en 3 parties, vivre, survivre, revivre. Et là, vous dites qu'il faut apprendre. Alors, il y a plusieurs choses à apprendre. Je vais prendre 5 points. La première chose, c'est à se préparer. Ça veut dire quoi, se préparer ? Ne serait-ce que d'en parler comme on fait aujourd'hui, mettre un nom sur les choses, parler des victimes, regarder à quoi ça ressemble, affronter la réalité en face. Voilà, ça, c'est se préparer. Ça, c'est se préparer. Donc, en fait, préparer psychologiquement. Exactement. Pierre, qu'on vient d'entendre, dit... Même si on est forcément pris au dépourvu par... on le sera toujours. Voilà. On ne peut pas se préparer à l'impréparable, mais c'est quand même mieux de s'y préparer un petit peu plutôt que de ne rien faire. Et quand Pierre dit on ne sait pas quoi faire, c'est ça le risque. C'est-à-dire, on appelle ça la sidération, et c'est la pensée qui se fige. Ça peut être aussi accompagné de stupeur, c'est-à-dire inhibition de l'action, les muscles se tétanisent. Et ça, on est guettés virtuellement tous autant qu'on est par ça, mais il faut tout faire pour l'éviter. Rien que le fait d'en parler, c'est pour ça qu'on a écrit ce livre. Voilà, bien sûr que on n'a pas tout dit, on n'a pas pu tout dire. Il y a des formations à faire. Ça exonère pas de faire les formations de premier secours, mais voilà, en parler. Alors la deuxième chose, vous dites qu'il faut apprendre, c'est à se plaquer au sol. Ça a l'air de rien, mais hyper important. Rhys, le patron de Charlie Hebdo, aujourd'hui rescapé de la tuerie de l'an dernier, raconte qu'il a eu le réflexe de sauter au sol. Souvenir de l'armée sans doute, où dès que quelqu'un crie grenade, on doit se jeter au sol. Et il dit que c'est sans doute ce qui l'a sauvé. Oui, alors ça, voilà, le coup de la grenade pour Rhys, c'était les bienfaits, si je puis dire, du service militaire. Donc, la petite liste qu'on a dressée dans le chapitre central du livre qui s'appelle Survivre, c'est ni plus ni moins ce qu'on apprenait avant au service militaire. Aller au sol, voilà. Couchez-vous. S'il n'y a pas d'abri à côté de vous, couchez-vous. Et c'est ce qu'il faut faire. Je parle bien de la fusillade parce que les explosions, c'est encore autre chose. Mais de toutes les façons, même en cas de risque bactériologique, il faut se coucher, plus bouger. Voilà. Le principe est extrêmement simple. Les États-Unis ont établi un acronyme, Run, Hide, Fight, donc courir, se cacher, combattre. Et se battre. Ce que le service d'information du gouvernement a intelligemment repris en disant s'échapper, se cacher, alerter. Mais courir, voilà, si c'est courir le premier réflexe, attention, parce que quand vous entendez du bruit que vous courez, vous êtes souvent donc debout, et quand on est debout, on est plus exposé aux balles. Beaucoup de gens le 13 novembre sont morts comme ça. Donc premier réflexe, se coucher. Voilà, se coucher, ne plus bouger. Troisième chose, vous dites se cacher. Se cacher où de préférence ? Alors, de préférence, ce qu'on appelle la zone de sûreté. C'est-à-dire, si vous êtes dans une chambre d'hôtel à l'étranger, à Ouagadougou, et que ça commence à tirer, c'est ce que des gens ont fait, on commence à entendre les témoignages, vous allez, lorsque vous arrivez dans votre chambre d'hôtel, établir une zone de sûreté dans la chambre. Par exemple, les pièces qui n'ont pas de fenêtre, on appelle les pièces aveugles. En général, c'est la salle de bain. Parce que plus il y a de murs pour vous protéger des impacts de balles ou des éclats, mieux c'est. Après, vous êtes au restaurant, vous êtes dans une salle de spectacle, ça va être une question de chance. Est-ce que je me trouve près de l'issue de secours ? Donc, comme tout le monde, comme la notice du service d'information du gouvernement que tout le monde est censé afficher dans les lieux publics, je recommande d'être pas trop loin d'issue de secours. Je recommande de regarder le plan d'évacuation quand vous arrivez dans un lieu public, parce qu'il faudra s'adapter. Et se préparer, ça va vous permettre non pas de réduire à zéro les chances de survivre, malheureusement, mais d'augmenter votre chance un tout petit peu. Et c'est comme ça d'ailleurs que beaucoup de gens ont sauvé leur vie le 13 novembre. Et dans la rue, j'ai lu que vous disiez qu'il faut, si on peut se cacher derrière une voiture, de préférence devant le capot, enfin derrière le capot. En tout cas, l'avant de la voiture. Exactement, l'avant de la voiture. C'est l'un des messages qu'on a voulu faire passer tout de suite dans un mouvement réflexe citoyen après le 13 novembre, auprès de nos proches. C'est que malheureusement, une balle de 7,62, qui est le calibre de l'AKM, c'est-à-dire la Kalachnikov, traverse quasiment tout. Donc, derrière une voiture, je ne suis pas à l'abri, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors, si vous êtes à l'avant du véhicule, il y a le bloc moteur, il y a les essieux. En général, c'est suffisant pour arrêter la balle. 4e conseil, dites-vous, il faut se battre. En cas de face-à-face avec un terroriste, il ne faut pas hésiter. On y va, on fonce dans le tas, vous dites, avec de l'adrénaline. Une mère peut soulever une voiture pour sauver son enfant. N'importe qui est capable de mettre au sol n'importe qui.
C'est vrai que quand on fait du sport de combat, c'est ce qu'on apprend. C'est-à-dire que c'est pas la taille qui compte, c'est l'énergie, c'est l'envie d'en découdre. Oui, c'est pas la taille qui compte et il faut toujours y aller, se jeter à l'eau et puis après on nage. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec Patrice Dalem. Il faut oser et si tout est perdu pour perdu et qu'il faut tenter un dernier truc, j'y vais. Alors, si j'ai pas pu me cacher, si j'ai pas pu m'abriter, si j'ai pas pu fuir. Alors là, vous donnez 3 conseils. Premier conseil, couper les distances. Ça veut dire quoi, couper les distances ? C'est-à-dire se mettre au plus près. Je viens contre vous. D'accord, pour l'éviter. Parce que voilà, il faut que il n'ait plus d'amplitude de mouvement. Ouais. S'il a une arme, il pourra plus l'utiliser correctement. Et s'il veut vous frapper, il pourra plus vous frapper correctement. Deuxième conseil, vous dites frapper sans interruption pendant au moins 30 secondes. Voilà. Alors les 30 secondes, c'est encore... C'est-à-dire que si on est une mère de famille, comme vous dites, pendant 30 secondes, oui, on s'acharne. Mais vous savez, les policiers qui tous les jours sont sur la voie publique voient des scènes étonnantes où on voit des vieilles dames poursuivre leur agresseur avec leur parapluie. Et les femmes sont assez surprenantes par bien des égards, mais pour celui-ci aussi. Les 30 secondes, c'est 30 secondes de l'adrénaline. Voilà. Les bronches s'ouvrent, vous avez à peu près 2 fois votre force, donc il faut se servir des 30 premières secondes pour balancer tout. Pour tenter, vous jeter tout. Pour jouer notre va-tout. Et troisième conseil, vous dites pratiquer un étranglement. Alors là, c'est plus facile à dire qu'à faire. Comment ? Alors, si la lutte continue au sol, parce que donc l'objectif est de couper la distance, de le faire tomber, et si vous n'avez pas pu fuir tout de suite après, il va falloir interrompre l'action de l'assassin ou du meurtrier. Et là, la plus immédiate et celle qui a le moins de conséquences pénales, parce que ça peut en avoir, on apprend des gestes qui sont des gestes dangereux, donc il faut savoir et avoir bien conscience des conséquences de ces actes, c'est l'étranglement sanguin, c'est-à-dire je coupe l'arrivée du sang, je parle du sang qui va au cerveau, en utilisant soit le tissu, soit mes mains, et je pose, voilà, un obstacle, ça peut être un bout de tissu, mais ça peut être tout autre chose, n'importe quoi, pour empêcher le groupe des veines jugulaires carotides de continuer à irriguer le cerveau, jusqu'à ce qu'il tombe dans les pommes, évanouissement. Voilà. Là, j'arrête d'étrangler, j'arrête tout geste. Et je fuis. D'accord, bien sûr. Repli stratégique. Idéalement, il faut sortir avec vous, en fait, dans la rue. Voilà, vous êtes alloué. Alors non, il y a quand même votre manuel de survie qui, lui, est en vente, vivre avec la menace terroriste. Et puis 5, vous dites alerter, évidemment, et soigner. Et là, on en revient aux urgences et on en revient à la Croix-Rouge, à vous, Patrice Dalem. Vous restez avec nous. Dans un instant, vos réactions, vos questions au 3921 ou sur la page Facebook de l'émission, via Twitter, #P2CE. Mais d'abord, on écoute When We Were Young d'Adèle. À tout de suite sur Europe 1. Marion Ruggieri, de 15h à 16h sur Europe 1. Il n'y en a pas 2 comme elle. De 15h à 16h sur Europe 1. Et tous les jours juste avant 16h, c'est Il n'y en a pas 2 comme vous, vos réactions, vos questions à cette émission consacrée aujourd'hui au premier secours, Marion. Alors beaucoup de réactions via Twitter. Mélanie nous dit: je vais bientôt rejoindre à 40 ans les équipes de la protection civile du 92 dès que j'aurai mon PSE1. Motivation, se rendre utile aux autres. Ayed, un grand encouragement, un grand respect à monsieur Raphaël Saint-Vincent pour sa démarche envers les victimes et pour son livre guide de survie. Il y a d'ailleurs Sylvie, Raphaël Saint-Vincent, qui vous demande: ça vous est déjà arrivé de vous faire importuner dans la rue, et si oui, vous avez réagi comment ? Dans 99% des cas, on arrive à régler ça. Je parle dans la vie de tous les jours, dans la rue ici à Paris, par la parole. Et le pourcent... Ah d'accord, par la parole. Et le pourcent restant ? Quelques percussions. C'est quoi quelques percussions ? Une pluie de coups, 30 secondes. 30 secondes. Vous balancez tout en 30 secondes et en général, il part importuner quelqu'un d'autre. Et l'incident avec l'eau. Patrice Dalem, vous nous racontiez pendant la pub une anecdote incroyable, enfin assez triste et à la fois incroyable, sur cette hormone du stress, justement. On parlait des 30 secondes, ce que ça peut générer chez quelqu'un. J'ai fait mon service militaire dans les pompiers de Paris et un jour, sur une intervention, nous avons pris en charge une jeune femme, elle devait avoir 25 ans, qui avait sauté par la fenêtre du 5e étage. Donc nous l'avons ramassée avec toute la prudence nécessaire pour la mettre dans un matelas coquille. Et dans le hall de l'immeuble d'où elle avait sauté, elle a commencé à s'agiter très fortement. Et moi, avec tout mon poids sur son bras gauche, elle me soulevait. Elle arrivait à me soulever avec le bras au sol. C'est-à-dire que ce qui est incroyable, c'est que avec le bras comme levier, avec l'avant-bras me soulevait.
La force incroyable. La force dégagée par ce pour une jeune stress, femme par frêle. ces hormones. Une jeune femme frêle. Alors, beaucoup de questions, Patrice Dalem. Comment est-ce qu'on s'inscrit au premier secours, à la formation premier secours, à la Croix-Rouge? Combien ça coûte? On en a déjà parlé, mais redites-nous concrètement. Alors aujourd'hui, pour s'inscrire à la Croix-Rouge, il y a un site croixrouge.fr. C'est partout en France, les formations. Partout en France. Vous avez un onglet qui s'appelle « Je me forme ». Et en fonction de votre lieu d'habitation, vous tapez votre département et là vous êtes orienté vers une délégation de votre lieu d'habitation qui avec normalement une inscription en ligne. Alors il y a 2 formations, vous l'avez dit, formation courte, formation longue. Alors, la plupart du temps, les formations courtes sont gratuites. On les délivre depuis 20 ans maintenant à travers des capitales du secourisme. On organise pendant un week-end une grande opération de formation. On peut former jusqu'à 3000 personnes en comprenant les scolaires pendant un week-end. La caravane d'été de la Croix-Rouge qui parcourt les routes de France maintenant depuis 15 ans et qui offre des formations partout en France. On forme environ 4000 personnes pendant tout l'été. La journée mondiale des premiers secours qui est organisée par la Croix-Rouge, par le mouvement mondial de la Croix-Rouge le 2e week-end de septembre tous les ans, donc, et la formation longue, c'est celle sur laquelle on s'inscrit et qui coûte 60 €. 60 € pour donc 8 heures. Pour 8 heures de formation. 1 heure sur les risques, la préparation des risques naturels. 2 petites questions rapides à vous, Raphaël Saint-Vincent. Fanny via europe1.fr nous dit: quel sport de combat vous me conseillez vraiment si j'ai envie de me défendre moi-même, vous qui êtes un spécialiste? Je prêcherai pour ma paroisse et je dirais close combat. C'est-à-dire là, si je dois faire quelque chose contre un individu en 2 mots, le close armé, combat, c'est quoi? C'est du combat rapproché? C'est le combat corps à corps de type militaire. D'accord. Donc traiter la très courte distance avec t-shirt qu'on a beaucoup travaillé. Deuxième question de Quentin, est-ce qu'on ne devrait pas envisager de remettre le service militaire en place, pas forcément comme à l'époque, mais comme en tant que formation de combat? Parce que vous en parliez tout à l'heure. Faites de la réserve à ce moment-là. Je réponds, faites de la réserve. Le service militaire, c'est trop tard. Puis tout a été vendu, les installations, les infrastructures. Donc ça coûterait trop cher. C'est une vue de l'esprit. C'est dommage parce que c'était une réserve de 600 000 hommes ou femmes. Mais bon, c'est comme ça. Donc engagez-vous dans la réserve. Héloïse, dernière petite question. Je suis maman de 2 enfants âgés de 6 et 9 ans. Est-ce que vous me conseillez de les inscrire à un sport de combat? Commencez par le judo. Commencez par le judo. Oui, moi je vois mon fils est au judo. Il y a beaucoup de petites filles. 9 combats sur 10 sont au sol. Votre objectif est d'emmener l'adversaire au sol si c'est un cas dégradé. Donc voilà, le judo. Anissa, un dernier mot concernant ce que disait Patrice Dalem tout à l'heure sur l'émission de télé, effectivement, où on est seul dans la nature. Ça s'appelle Man vs Wild, seul face à la nature. C'est une émission que vous pouvez voir notamment sur D8. C'est Bear Grylls, un ancien soldat qui fait ça. Et mercredi soir à 21h, il y a un prime sur D8 où il sera seul avec Obama dans la nature. Barack Obama, c'est dire si le sujet de la survie est quand même d'actualité et d'époque. Merci Anissa. Merci à tous les deux, Patrice Dalem, Raphaël Saint-Vincent, merci 1000 fois d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre manuel de survie, Vivre avec la menace terroriste chez Erol. Et je précise que les droits d'auteur sont reversés à l'Association française des victimes du terrorisme. À très bientôt, j'espère. On se retrouve nous demain de 3 à 4 dans Il n'y en a pas 2 comme elle pour une émission exceptionnelle avec Jean Dormesson pendant 1 heure qui répondra à cette question: qu'est-ce que le fameux art de vivre à la française? D'ici là, je vous souhaite un excellent après-midi avec Cyril Hanouna. Cyril, c'est à vous.